Nous sommes le 5 juillet 2022. Bonjour à tous. Merci de prendre ce vol sur Canal 3 Bénin. C'est la matinale Actu Matin. Vous êtes les bienvenus à votre destination. 9 heures. Dans un instant, les titres de la presse avec la poignée de journaux que nous avons sous la main ce matin. L'information ce jour est diversement variée. Vous le constaterez dans un instant. On parle éducation avec les travaux de correction de l'examen du baccalauréat sur tous les sites. Ils vont se poursuivre ces travaux jusqu'au samedi. La première délibération est pour le mercredi 13 juillet et déjà hier, les travaux de correction ont démarré. On fera le point tout à l'heure. La disponibilité de sang dans les banques de sang pour répondre aux urgences reste un souci majeur en ces périodes. Nous posons le problème ce matin avec en plateau un médecin généraliste, Abed Nego Betchedji, nous emmènera toucher du doigt la réalité dans nos formations sanitaires. Le besoin est partout. On échangera autour de l'initiative de la 44e promotion de médecins généralistes de la faculté des sciences de la santé qui lance l'opération 5 jours de collecte de sang pour un tant soit peu pallier aux problèmes de pénurie fréquemment enregistrés dans nos formations sanitaires. Les questions de santé toujours. Et dans le pêle-mêle, nous ramènerons ce débat sur la consommation de la chicha. Il est relancé depuis le 23 juin à l'Assemblée nationale. Le Parlement béninois veut jouer sa partition. Il demande au gouvernement de prendre des mesures draconiennes pour décourager la pratique. Quelles peuvent être ces mesures? On en discute au forum. Ce mardi, nous irons également en immersion dans un atelier de coiffure avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Ainsi se présente le programme de la matinale ce mardi. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement. Voici la météo. Dans un petit instant, eh bien, vous aurez les gros titres de la presse nationale ce matin. Et juste après, ce sera votre midi-journal avec William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Dans les titres de votre midi-journal, eh bien, la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes bientôt plus densifiés que par le passé. C'est une ambition que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les administrations maritimes nationales travaillent à atteindre. Lundi, ils ont fait un pas de plus dans cette marche avec la validation du projet de document de procédure opérationnelle standard harmonisé. Et puis, un mot de sport, des images de sport à suivre avec nous. Le championnat scolaire a repris avec de nouvelles réformes. La première édition de cette nouvelle ère a été lancée dans le week-end. Les confrontations ont démarré à Lokossa, ville qui accueille les rencontres de la phase communale. Geoffroy Mensan nous fera le point de la cérémonie d'ouverture des Jeux dans une vingtaine de minutes et ce sera dans notre mini-journal. Voici pour vous la une des journaux.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Nous sommes sortis des examens de fin d'année il y a quelques semaines. Place maintenant aux corrections des copies après les résultats du CEP. Donc, après la correction du brevet d'études du premier cycle le samedi dernier, eh bien, les enseignants ont démarré la correction des copies du baccalauréat. Le quotidien Fraternité nous propose ce matin les corrigés types et les barèmes de la série D. À la une du journal, la photo du directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Production du biogaz au Bénin, le naturel mis en valeur, un répondant contre la pénurie du gaz. C'est à découvrir en page 2 du journal. Le rapport annuel d'activité du PADME exercice 2021 vous est proposé dans les pages du journal. Et Cédric Acomon dit le chauve, l'avatar national. C'est une pépite de l'humour béninois aux couleurs prometteuses. Le journal nous fait découvrir cet acteur du fou rire en page 3. On va passer à un autre journal et c'est bien sûr le matinal qui nous renvoie à quelques encablures du semestre précédent, les législatives du 8 janvier 2023 et qui parle de l'hypothèse d'une révision du code électoral qui serait désormais définitivement écartée. La fusion sera l'unique issue pour les micro-partis. Et puis gestion du fret à l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, une meilleure prestation est attendue. La Nation à présent. Bélène Teresa Oresni, ambassadrice du Venezuela près le Bénin, qui s'est prononcée dans le journal. Le président Patrice Talon a conduit des changements majeurs. Ce sont là ses propos. Et puis, commune d'Abomey Calavi, comment un hôpital combat les sachets plastiques à Zivier. Et puis, à découvrir toujours dans les colonnes de ce journal, transformation de l'éducation. Le Bénin réaffirme son engagement. Coca-Cola Donga Boating Company SA, avis de recrutement des distributeurs de boissons gazeuses est lancé dans le journal. Le matin libre qui parle d'une certaine cacophonie autour du paiement des salaires 12 mois sur 12, parlant donc des AME, République du Bénin. Et puis nous sommes à quelques semaines de la célébration du 1er août 2022. À la une du journal, cette statue de l'Amazone, maintenir ou changer le discours sur cette statue. C'est le gros point d'interrogation du journal ce matin. Et puis Cotonou, reprise des vols à main armée, encore une forte somme d'argent emportée. La police républicaine a-t-elle baissé la garde? C'est une question du journal. Et puis santé sexuelle, les journalistes pour déconstruire les mythes autour de l'avortement. Allez, notre époque, le journal Notre époque. Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football. Les grandes résolutions vous sont présentées dans les colonnes du journal. Et on va boucler avec l'économiste qui ce matin évoque la production agricole et qui parle de cette assurance au secours des agriculteurs. Et puis accès à l'énergie dans la zone UEMOA. La BOAD et Poutrou s'associent pour stimuler le financement des projets. Ainsi se présentent les gros titres de la presse nationale. Ce matin, en fin d'édition, on aura le point complet avec Assion Mokaï, Assion Bon. Ce sera dans la revue de presse. Tout de suite, votre mini-journal. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23,
95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Au Bénin, les administrations maritimes nationales se concertent depuis lundi autour du projet de document de procédure opérationnelle standard harmonisé. C'est à la faveur d'un atelier de finalisation et de validation qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient cette initiative que nous résume ici Narcisse Alossé et Moufid Sabour. Encore un pas de franchi dans le processus de mise en place des procédures opérationnelles standards harmonisées en matière d'arrestation, de détention, de remise et de collecte de preuves pour une poursuite efficace de la piraterie et des autres crimes maritimes. Après les réflexions menées en avril dernier, le document contenant ces procédures est soumis ici à l'appréciation des acteurs de l'action de l'État en mer. À la recherche des pièces manquantes pour pouvoir établir et mettre en place un langage unique, pratique, en matière d'arrestation, de collecte de preuves, de traitement de ces preuves, puis de leur remise au procureur. Il est intéressant de savoir que nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Et cette semaine, nous aurons 4 jours encore pour finaliser, voire parfaire ce document. 4 jours au cours desquels les participants auront à examiner les propositions faites dans cette première mouture de document avant de formuler des recommandations. Un travail qui se fait grâce au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC avec le soutien de l'Union européenne à travers son projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Ce document a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Ce document constitue également, à mon avis, la première protection juridique au sens large du terme, qui est avant tout la connaissance des normes qui touchent le militaire, un droit opérationnel plus large que le droit des conflits armés, qui donne une vision unifiée de ces normes dont la violation a des conséquences judiciaires nationales et internationales. Une fois le document de procédure opérationnelle standard harmonisé, finalisé et adopté, il sera présenté aux autorités parties prenantes de l'action de l'État en mer pour son approbation et sa mise en œuvre. Un ensemble d'exercices qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Et voilà, le ministère du numérique et de la digitalisation avec l'appui de l'agence Optimum Solutions organise la première édition du CEMIA et vous nous en parlez, William. Retenez, Christian, que le CEMIA est le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, et ceci dans l'objectif de promouvoir les potentialités économiques et sociales de ce secteur en mettant un accent sur les enjeux en Afrique et précisément ici au Bénin. En prélude aux activités de ce salon, le ministère a organisé hier à Cotonou une conférence de presse pour informer l'opinion publique sur les points essentiels à aborder au cours de cet événement. Clément Achadé et Elvis Tonoucoin pour les précisions. Du 7 au 9 juillet 2022, Cotonou sera la capitale du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Ceci à travers le Salon de l'entrepreneuriat numérique de l'intelligence artificielle, SENIA. Une première édition qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État qui est de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance, mais aussi de l'inclusion sociale. Et pour annoncer les couleurs, cette conférence de presse du ministère du numérique et de la digitalisation. Le résultat attendu du SENIA, comme vous pouvez le deviner, est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours, du 7 au 9 juillet 2022, au Palais des Congrès de Cotonou, en présence de plusieurs autres personnalités, partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Le thème de cette première édition du SENIA est entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin. Le SENIA est une initiative multisectorielle d'envergure internationale ouverte à tous les acteurs des TIC, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. Les 3 jours du salon seront marqués par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et bien d'autres activités. Les activités prévues sont la cérémonie d'ouverture, des ateliers de haut niveau, des panels, des keynotes, des conférences à thème spécifique. Il y a des stands d'exposition, une vingtaine d'exposants se sont déjà annoncés et les enregistrements continuent. Le SENIA sera notamment l'occasion d'explorer les cas d'usage de l'intelligence artificielle au profit des populations béninoises et africaines. Au thème des activités du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, des partenariats entre les acteurs seront signés et les innovations seront davantage connues. De même, le processus de mutualisation des innovations au niveau des pays sera une réalité et les meilleures innovations seront récompensées. Les occupants de la berge maritime qui est destinée à la route des pêches à Ouida sont entrés, eux, en possession de leur accompagnement de relogement. Les chèques ont été remis à ceux d'Avlekété, de l'arrondissement d'Avlekété dans la commune de Ouida, après l'octroi des pas de terre sur les nouveaux domaines de réhabilitation. La remise s'est tenue à l'arrondissement, comme je l'ai dit. Suivons ici le compte rendu. Et nous, Firmin, je vous remets ce chèque au nom du gouvernement et faites-en bon usage. 54 concessions de pêcheurs, précédemment installées dans l'emprise de la route des pêches à Avlekété, reçoivent ainsi chacune les chèques de 3 millions de francs CFA devant faciliter leur relogement. Ce n'est pas pour aller construire sur la tombe des parents à grand propos. C'est à leur tour, après ceux de Roulakodji et de Djefa, de bénéficier de cette faveur publique, celle qui est initiée par l'État pour soutenir ces populations déplacées et réinstallées déjà sur un nouveau domaine acquis et ne justifiant pourtant d'aucun titre de propriété préalable. Un geste social caractérisé par un travail rigoureux dans la procédure d'octroi. Le gouvernement a mis à disposition des terrains, et je vais dire des terrains aménagés, des terrains bornés. Donc, on a fait un aménagement, on a posé les bornes, on a rechargé, on a viabilisé le site, donc on a rechargé les voies d'accès, on a mis des équipements d'électrification et il est demandé également d'apporter de l'eau à l'entrée du périmètre pour que vous ayez les commodités nécessaires pour une bonne vie sur ces périmètres d'accueil. Donc, au total, sur le site de Roulakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Les autorités territoriales des départements de l'Atlantique et du littoral, dont les villes sont concernées par ce projet, ont expliqué la portée de cette remise de chèques aux bénéficiaires. Après les conseils d'usage, un accent a été mis sur la gestion judicieuse, espérée par l'État, de ces fonds. Dans les statistiques, vous avez constaté qu'il y a encore environ 25 personnes qui n'ont pas déposé les dossiers.
je présume qu'au début, ils n'y avaient pas cru. Quand on leur a dit on va leur donner des terres, on va leur donner encore 3 millions au moins pour construire, ils n'y avaient pas cru. Dites-leur que c'est désormais la vérité, c'est désormais chose faite. Donc, je voudrais vous féliciter d'avoir compris et d'avoir accepté cette révolution bénéfique pour tous. Mais un État qui intègre que c'est des espaces qui ont été certes anarchiquement occupés, mais occupés pendant longtemps, s'emploie à déplacer avec des mesures d'accompagnement. Les montants alloués sont destinés à des noyaux de pêcheurs, comprenant en leur sein plusieurs ménages. Ils vont servir à la construction d'un village de pêcheurs sur les nouveaux sites qui vont devenir, eux, des attraits touristiques en matière de pêche artisanale au Bénin. Félicitations et je vous en souhaite bon usage. Retour à Cotonou après Avlekete. Cotonou qui a accueilli la 2e édition du festival Rire avec Ariel qui a eu lieu ce week-end même. Le jeune humoriste béninois Ariel Vito a tenu son public en haleine toute une soirée durant en compagnie des autres enfants qu'il a initiés à son art. Initiation inscrite dans le cadre d'un programme d'une semaine de formation à laquelle ce festival a mis un terme. Suivez ici le reportage. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches la télécommande. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin et Gbadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa 2e édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce que il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité. On compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la 1re édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA La Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la 1re édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce 2e numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Voilà, le col de l'humour pour enfants, le festival Rire avec Ariel. Une virgule de sport avant le journal des sports sur Actu Matin. Le chef d'arrondissement central de la commune de Semekpodi a officiellement lancé ce week-end la 2e édition du tournoi de football dont il est initiateur. C'est une compétition que Cyril Kouzounkwe organise chaque année pendant les vacances pour permettre à la jeunesse de son arrondissement de se divertir. Le lancement officiel en bref avec Emma Rodon. Ces remises de kits sportifs consacrent le lancement officiel du tournoi de football du nom de son initiateur, Cyril Kouzounkwe, dans l'arrondissement central de Semekpodi. C'est un tournoi qui rassemble chaque année toute la jeunesse de Semekpodi
Et pour cette deuxième édition, ce sont les équipes des 6 villages de l'arrondissement central de Semekpodji qui vont croiser les crampons. Vous mesurez donc, mesdames et messieurs, toute l'importance de telle initiative cumulera en une fête populaire qui se veut un tremplin effectif pour le développement. Je voudrais inviter les jeunes, les femmes, nos parents, autant que nous sommes, moi-même y compris, à nous mettre tous autour du CA Cyril Kouzoukoué dans Semekpodji. Il n'y aura pas que le foot, il y aura autre chose. Après le lancement officiel, le tout premier match de ce tournoi qui a opposé l'équipe de Podji Misrete à celle d'Agongo s'est soldé par le score de 0 but partout. En organisant ce tournoi pendant les vacances, l'initiateur Cyril Kouzoukoué, chef de l'arrondissement central de Semekpodji, a bien des objectifs. Le tournoi dénommé Cyril Kouzoukoué, CA central de Semekpodji, a donc été initié il y a 1 an dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances afin de les éloigner des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Cette initiative serait étendue par la suite dans toute la commune de Semekpodji à partir de 2023. Mesdames et messieurs, le tournoi CA Cyril Kouzoukoué sera enfin le ciment de cette nouvelle ère à laquelle nous devons tous apporter notre pierre pour l'union des filles et fils de la commune de Semekpodji. C'est le moment de remercier son Excellence Patrick Talon, président de la République, pour ces différentes réformes et surtout pour la promotion des jeunes à travers le sport. Les différents matchs de ce tournoi vont s'étaler sur 30 jours et la finale est prévue pour le 1er août prochain, jour de la commémoration de l'indépendance du Bénin. Retenez aussi que depuis ce week-end, le Mono, à l'instar d'autres départements du Bénin, vibre au rythme de la phase communale du championnat scolaire, nouveau format. Et bien pour cette première édition, c'est la ville de Lokossa qui a abrité la cérémonie officielle de lancement des différentes compétitions dans les différentes disciplines. Geoffroy Vincent et Florent Dohou pour les précisions. C'est parti pour une semaine de compétition dans les enceintes sportives du département du Mono. Dans chacune des 6 communes du département, de jeunes sportifs sont appelés à rivaliser d'ardeur dans plusieurs disciplines pour le compte de la phase communale des championnats scolaires nouveau format. Lokossa, la capitale du département, plus précisément son stade omnisport, a été dans l'après-midi du samedi 2 juillet l'arène exploitée pour le lancement des hostilités. À l'issue de ces championnats, nous allons faire des détections également pour les envoyer dans un autre projet que nous appelons sélection départementale. Cela suppose que les meilleurs que nous allons identifier seront comme dans une académie où des experts internationaux sont recrutés pour les former. S'ils sont élèves, ils vont continuer les études. S'ils sont artisans, ils vont continuer à apprendre les métiers, mais ils ne vont continuer pas à apprendre le métier du sport. L'objectif est de faire la promotion des talents à la base et ainsi faire en sorte que le Bénin, dans quelques années, soit compétitif dans le sport. Les disciplines concernées sont le football chez les garçons et les filles, le basketball chez les garçons, le handball chez les filles et l'athlétisme. La compétition regroupe les moins de 17 ans. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs, les initiateurs de cette activité. Je crois que c'est de cette manière que nous allons pouvoir construire un sport durable, solide dans notre pays. Le ministre des Sports, M. Oswald Omeki, m'envoie vous dire que cette jeunesse de Lokossa, cette jeunesse du département du Mono est une jeunesse qui compte dans la construction de l'avenir de notre pays, le Bénin. Le ministre des Sports me charge de vous dire qu'il a foi que d'ici quelques années,
nous aurions des jeunes talents qui vont sortir de cette compétition et qui iront défendre dignement, valablement les couleurs nationales au Bénin comme sur le monde entier. Le ministre des Sports m'envoie vous dire, en son nom personnel et au nom du président de la République, M. Patrice Talon, que le Bénin d'aujourd'hui se construit pour que demain soit meilleur pour chacun et pour tous. La rencontre inaugurale a mis aux prises le CEG 2, Lokossa en blanc-noir, au CEG Rouen. Elle s'est soldée par la victoire sans appel des jeunes du projet classe sportive du CEG 2 Lokossa sur le score de 4-0. Et voilà, c'est avec le nouveau format du championnat scolaire que le mini-journal s'achève. Merci à vous, William Cliquant. C'était donc un mot de sport pour boucler avec le bulletin matinal d'information sur Actu Matin. Et on va poursuivre avec les sports. Et vous êtes en plateau, Hakimi Ousseli, bonjour. Christian Dandéjan, bonjour mesdames et messieurs, amis sportifs. Bien bonjour. Voilà, on a bouclé avec le championnat scolaire. Un mot à dire sur la nouvelle formule de ce championnat? Belle initiative déjà, parce qu'en réalité, eh bien, il y a longtemps que les championnats scolaires ont fait assez d'émules et on se rappelle des années en arrière, eh bien, c'est grâce au championnat scolaire que certains joueurs ont été révélés. On va rappeler au passage un certain Rouma Tumogo, ancien capitaine des écureuils du Bénin, bien évidemment. Il a été en tant que sélectionneur aussi. Exactement, qui a été surclassé du fait de la performance qu'il réalisait. Très tôt déjà, il a signé en équipe première parce qu'il a été détecté grâce au championnat scolaire et puis aux Jeux régionaux, ce que nous n'avons plus ces derniers temps. Et quand on se rappelle, Christian, l'expérience qui a été faite l'édition dernière de ce championnat scolaire à travers les classes sportives, on était à Grand Popo pour la phase finale de cette compétition, eh bien, on peut, sans se tromper, dire que eh bien, cette compétition véritablement impacte, je dirais, nos jeunes sportifs. La preuve, c'est que nous en avons sorti donc de ce championnat scolaire qui sont utilisés par les sélections catégorie d'âge. On se rappelle la dernière participation du Bénin au tournoi UFOAB au niveau de la U17, le gardien de but, il nous vient de ce championnat scolaire. Il est de l'équipe du département de la Donga, notamment de la commune de Basila, puisque l'équipe de Basila a été sacrée donc championne. C'était bien l'édition dernière au niveau des féminines. Et ce gardien de but a fait avec les masculins, et c'est lui qui est aujourd'hui au niveau du centre de formation de l'ES Cotonou. On ne va pas oublier la jeune Yasmina Djibril, qui a fini meilleure joueuse, meilleur buteur de ce championnat scolaire, qui aujourd'hui évolue, Christian, en première division au niveau donc des féminins. C'est avec Ainovi Football Club, c'est un club qui est à Porto-Novo. C'est pour dire en gros, Christian, que ces championnats ont d'impact. Vous voyez un peu, je dirais, tout le management qui est fait autour de ce rendez-vous avec, bien évidemment, à sa tête, le responsable premier de l'OPSU, qui est la cheville ouvrière de ces rendez-vous sportifs. Je parlais de Donald Akapo, qui d'ailleurs était présent au lancement de ce championnat du côté donc de Lokosango. Christian, c'est une très belle initiative qu'il faut pérenniser. C'est vrai que ça vient en période de vacances. On aurait souhaité l'avoir un peu avant les vacances. En pleine année scolaire. Exactement, mais bon, je crois que c'est dans le déroulé du calendrier qu'ils en sont arrivés à s'entendre sur les premiers jours donc, des vacances. En gros, très belle initiative. Chapeau au ministère des Sports et à travers le ministère des Sports, l'OPSU, dirigé par Donald Akapo. Voilà. Et on va marquer une pause, la transition, pour annoncer donc la rubrique qui va suivre, et ce sera toujours avec vous. Voici le journal des sports. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Et c'est les sports avec vous. Oui, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin, Hakimé? Quelques infos pêle-mêle. Commençons déjà par le mercato qui bat son plein. Christian, hier, on parlait de la Côte d'Ivoire qui devrait abriter la CAN 2023. Mais finalement, rendez-vous reporté pour le mois de janvier-février 2024. Mais entre-temps, eh bien, les internationaux sont sur les tablettes. On va en parler avec Franck Kessié qui a fini champion d'Italie. C'était la saison sportive dernière avec le Milan AC. Bien, Franck Kessié, 25 ans, milieu de terrain, et il file vers le Football Club de Barcelone parce que libre en fin de contrat, bien évidemment, avec le champion d'Italie, le Milan AC, eh bien, son contrat va durer jusqu'en 2026. Un nouveau challenge pour l'éléphant ivoirien. Je rappelle que Franck Kessié a fait le Milan AC champion. C'était la saison sportive 2021-2022. Cette fois-ci, on prend les nouvelles des Jeux méditerranéens qui ont lieu du côté d'Oran. C'est en Algérie. La cérémonie de clôture est prévue pour ce mardi 5 juillet 2022. Mais entre-temps, eh bien, hier, on a disputé les rencontres de la troisième et les rencontres, bien évidemment, épilogue de cette compétition, c'est bien la finale. Et en ce qui concerne la troisième place, eh bien, retenez que la Turquie a été battue par le Maroc 4-2 et puis la grande finale, la mise aux prises, la France à l'Italie, ce sont les Français qui sont imposés par le score d'un but à 0. C'est bien la France qui a été sacrée championne au football au niveau donc de ces Jeux méditerranéens. Je rappelle au passage que la cérémonie de clôture est prévue pour ce mardi à 5 juillet 2022. Place à la Coupe d'Afrique des Nations, version féminine. On parle donc du football au féminin avec les rencontres de la première journée disputées. Les dernières, c'était hier lundi. Au niveau donc du groupe C, le Nigeria a été battu par une flamboyante formation sud-africaine. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1 en faveur des Sud-Africaines. Et puis en seconde heure, retenez que c'est le Burundi qui a été battu par le Botswana 4-2. Ce sont là donc les résultats des rencontres, les dernières de la première journée de la phase du groupe de la CAN Maroc 2022. Aujourd'hui, nous sommes bien le mardi, démarrent les rencontres de la deuxième journée de la phase de poule de ce rendez-vous sportif. Eh bien, le Burkina Faso joue le Sénégal. C'est au stade Moulaye Abdallah que les Lions sénégalaises jouent le Burkina Faso. Eh bien, c'est une affiche bien ouverte. Battue lors de la première journée, eh bien, l'équipe du Burkina Faso joue son avenir pendant qu'en face, eh bien, le Sénégal vise la passe de 2 synonymes de qualification pour la phase suivante. C'est donc un derby ouest-africain que nous aurons à faire ce soir à partir de 18h. En attendant, retenez que le sélectionneur Pascal Sawadogo a laissé entendre que l'objectif quart final reste toujours intact et pour ce faire, il faut assurer ce soir et les étalons d'âme en sont bien conscients. Rencontre à suivre à partir de 18h et puis à 21h pile. Vous suivrez la dernière affiche de ce groupe A comme temps pour la deuxième journée. Eh bien, l'Ouganda joue contre le Maroc. Là également, eh bien, les Ougandaises doivent forcément s'imposer autrement. Bien, elles peuvent commencer par dire adieu à cette compétition puisque lors de la première journée, eh bien, l'Ouganda a été battu par le Sénégal 2-0 pendant que le Burkina Faso s'est incliné devant le Maroc 1-0. Le Maroc également vise une seconde victoire consécutive, synonyme de qualification pour les quarts de finale de ce rendez-vous Christian du côté du Maroc. Et c'est bien la CAN au féminin. Elle a démarré depuis avant hier. Les rencontres de la première journée terminées, c'était hier. Et bien, à partir de ce mardi, démarrent les rencontres de la seconde journée. Christian, c'était en résumé ce matin l'actualité sportive. Et c'était les sports. Les sports. Et au Bénin, on rappelle que le championnat national de football, la nouvelle saison démarrera le 24 septembre prochain. Voilà, décision prise par la Fédération béninoise de football. On va marquer la pause juste après nos discussions. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp
Email canal3benin@yahoo.com. info@canal3télévision.com. fraternité_fm@yahoo.com. fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Et voilà, le retour plateau, le forum de discussion, ce sera tout à l'heure. Nous sommes mardi, question de santé. On va parler donc de produits sanguins, la pénurie récurrente de sang dans nos banques de sang, dans nos formations sanitaires. Oui, Akimé, je viens. Un véritable problème de santé. Nous aurons un invité Abednego Bitchedi, il est médecin généraliste. Et puis, dans le pêle-mêle, il sera également question de la consommation de la chicha en République du Bénin. Le Parlement qui relance le débat. Il propose donc des mesures. On rappelle que le 23 juin dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était donc à l'Assemblée nationale au Parlement où les députés lui ont posé un certain nombre de questions sur l'interdiction de la chicha. D'abord la consommation, ensuite l'interdiction de la chicha en République du Bénin. Le ministre qui a apporté quelques éléments d'appréciation rappelle également qu'il y a de cela quelques mois, dans plusieurs départements, les préfets ont pris des décisions. La décision donc d'interdire la consommation de la chicha dans les bars, dans les lieux publics. Alors, cher monsieur, bonjour Herman Anyamoussou, merci de nous rejoindre en plateau. Oui, de cet événement qui est survenu au Parlement le 23 juin dernier, je nous propose de dire un mot là-dessus. Le Parlement qui veut faire cesser la consommation de la chicha. Bien vu par les députés, Akimé. Ah oui, bien vu par les députés, parce qu'en réalité, Christian et Dia, constatons que la consommation de la chicha se pose comme un fléau social. La preuve, c'est que comme vous le faites constater dans votre introduction préliminaire, Christian, il y a les préfets des départements, pour ne pas dire la plupart de ces préfets en sont arrivés, Christian, à prendre des décisions d'interdiction de la consommation de la chicha dans les lieux publics, parce que le fait a commencé par prendre une allure pas forcément intéressante. Et donc, en mesurant les conséquences de la consommation de la chicha sur la santé, Christian, était important qu'un travail de sauvegarde de cette jeunesse, parce que c'est bien évidemment les jeunes qui s'adonnent à la consommation de la chicha. Il vous suffit de faire un tour, Christian, dans les bars Cotonou et environ, et vous remarquerez que ça a tout l'air de devenir une mode. Non seulement on fume de la chicha, c'est que c'est à visage découvert
ça y va avec des photos. Ouais, ça y va avec des photos. C'est comme si, quand on n'est pas en train de fumer de la chicha, on n'est pas encore à la mode. À la mode. Cette manière de faire devrait normalement inquiéter. Je crois que c'est pour ça que les préfets des départements ont pris par devers eux la résolution de faire interdire la consommation de la chicha au niveau des bars et tout ce qu'il y a autour. Seulement que la chicha, comme la cigarette, comme bien d'autres produits stupéfiants, Christian, ne tombe pas du ciel. Il y a tout un circuit qui alimente la présence de la chicha avant d'en arriver, Christian, à la consommation. Donc, je crois que c'est tous ces aspects-là qu'il faut forcément élucider. Au-delà des questions de santé que pose la consommation de la chicha, c'est qu'en réalité, on constate que c'est toute une chaîne. Il faut aller au cas par cas. Il faut poser véritablement le problème, parce qu'il importe de poser le problème et voir dans quelle mesure véritablement trouver les solutions qui s'imposent, parce que il va s'agir des solutions, pas d'une solution, parce que comme je l'ai dit, c'est plusieurs acteurs qui se retrouvent sur la chaîne de la présence de la chicha au Bénin, et donc du coup il faut aller au cas par cas. Ça vient d'où? Comment est-ce que ça transite pour être au pays? Qui sont ceux qui en amènent? Qui sont ceux qui en sont fans? Est-ce que c'est une culture qui est importée au Bénin? Si c'est une culture dans un contexte où on ouvre les frontières du Bénin, je dirais, au tourisme, est-ce qu'il faut, c'est tellement de questions qu'il faut se poser ce matin avant d'en arriver, Christian, à poser le vrai diagnostic, à proposer les solutions et voir parmi les solutions laquelle se trouve être la plus idoine. C'est d'ailleurs pour ça que la question a été faite au ministre de l'Intérieur la dernière fois à l'Assemblée nationale, puisque les députés représentants du peuple ont fini par comprendre que ce phénomène a commencé par prendre de l'ampleur, et dans les élaborations actuelles, il n'y a pas de base juridique existante qui permette, je dirais, d'aller contre la consommation de la chicha. C'est pour ça qu'ils ont demandé d'amender la loi sur le tabagisme et tout ce qui est autour. Donc je crois que c'est une question très très importante, transversale, qui mérite véritablement une analyse approfondie, comme je l'ai dit, afin que chacun puisse se retrouver dans les propositions de solutions, parce qu'il ne va pas s'agir de dire, ok, net, on arrête et tout ce qui est autour, mais comment est-ce qu'il faut en arriver là? Si les préfets ont peut-être du mal à véritablement sévir quant à la décision qui est prise, c'est parce que certainement ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas assez d'éléments juridiques qui permettent de contraindre les gens à ne plus consommer. Donc du coup, quand c'est comme ça, il faut forcément poser le problème autrement et espérer avoir l'avis de plusieurs experts. L'amendement de la loi existant au niveau de la consommation du tabac, et maintenant voir dans quelle mesure il faut insérer la consommation de la chicha et tout ce qu'il y a autour. Alors justement, il faut rappeler que c'était au temps fort de cette interdiction prise par les préfets que le gouvernement a été interpellé à travers une question à lui adressée, et c'était le 21 septembre 2020. C'est pratiquement un peu plus d'un an et demi après que le gouvernement répond donc à cette interpellation du Parlement à travers la question du député Nazer Sado, qui se demande s'il existait une autorisation accordée aux bars ou aux discothèques pour la consommation de la chicha. Et il voulait également savoir si le ministère de l'Intérieur disposait donc des éléments statistiques, le ministère de la Santé plutôt, disposait des éléments statistiques pour apprécier le taux de consommation de la chicha chez nous au Bénin. La question reste d'actualité. Herman Parfait à Niamboussou, les députés ont-ils bien fait de se pencher sur le sujet, quand bien même on a constaté qu'après l'interdiction, les éléments se cachaient pour continuer continuer de consommer la chicha. Je pense que le réveil, quoique tardif, reste quand même un réveil. C'est vrai, je ne veux pas le réveil tardif parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est depuis 2020 que le Parlement a interpellé le gouvernement, et il a fallu attendre plus d'un an pour que le ministre de l'Intérieur se décide enfin à aller répondre au Parlement. À ce niveau, on va laisser les choses évoluer parce que c'est sans doute une question de calendrier aussi. Maintenant, sur la question de la consommation de la chicha, je pense que, est-ce qu'il s'agit de revoir un texte de loi? Est-ce qu'il s'agit de toiletter un texte de loi? Je pense que le texte de loi parlait de consommation de tabac. Si on met tabac, c'est un thème générique, si on met dedans cigarette, si on met dedans chicha, je pense que tout ce qui suit doit pouvoir normalement obéir à ce texte de loi-là.
Et je crois savoir également que les tests de loi... Seulement qu'à l'élaboration de ces tests de loi, la chicha n'était pas peut-être méconnu, peut-être méconnu. C'est ce que nous disons. La chicha, ça n'est pas force. Quand pour les consommateurs, ils vous diront que ce n'est pas de la cigarette. Oui, c'est aussi ça. Je voulais en venir. C'est l'explication utilisée pour nous faire croire que chicha n'est pas égal à cigarette. Alors, quand vous consultez le moteur de recherche, je vous lis ce que j'ai vu rapidement. Une seule bouffée de chicha contient autant de fumée qu'une cigarette entière. Une séance de chicha revient ainsi à fumer entre 20 et 30 cigarettes et les risques pour la santé sont les mêmes que la cigarette. Problèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs, risque de cancer. C'est depuis 2015. Vous questionnez. Donc, c'est pour dire que au départ, quand c'est venu, vous savez, les gens ils sont très malins. Ils nous ont dit non, que chicha, c'est très dilué, c'est des parfums, c'est des arômes, et donc ça ne tue pas, ce n'est pas du tabac. Alors qu'en réalité, il suffit de questionner les nôtres et de savoir que chicha, c'est tabac aussi. Donc, je pense que cette règle doit s'appliquer en ce que la loi même dit que la consommation du tabac ou de ces formes de trucs-là dans le public est interdite. Si vous êtes dans votre maison, que vous souhaitez, c'est pas nuire à votre famille et que vous pensez qu'il faut fumer chicha dans votre chambre pendant que vos enfants sont là, mais vous appliquez votre loi entre vous, chez vous, et vous le faites. Mais dans les lieux publics où vous exposez les autres, je vais entre amis dans un bar, on va s'asseoir pour prendre un pot, et je dois me soumettre à la fumée d'autres individus qui pensent qu'en fumant, il doit me rendre aussi malade. Lorsque vous êtes un fumeur passif même, vous êtes plus en danger que celui qui fume. Donc je pense qu'il faut d'abord veiller à ce que cette loi s'applique au moins à ce niveau, qu'on ne puisse plus autoriser les gens à fumer sur les lieux publics pendant qu'il y a d'autres qui sont dérangés. Aujourd'hui, vous allez même constater par vous-même que si c'était pas, les bars sont remplis parce qu'on sait que là, il y a le matériel pour fumer, pour prendre la chicha. Et donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut travailler, plutôt que d'interpeller, d'être dans une question de questions-réponses, dans un jeu de questions-réponses pour que ça tarde. Il vaut mieux que pour le ministre de l'Intérieur de prendre les mesures qu'il faut pour sensibiliser et au besoin taper fort. Je pense que c'est la meilleure solution à mon sens. Alors, comment le matériel entre-t-il sur le territoire national? C'est une question qu'on devrait également se poser pour que la chicha devienne aujourd'hui la mode pour la jeunesse. Non, c'est clair que c'est des matériels importés. Parce que je parlais de culture. La chicha, a priori, ce n'est pas de la culture. C'est pas de notre culture pour dire les choses comme ça. Seulement que, le mimétisme obligeant, on en est arrivé à se rendre compte qu'ailleurs, ça fume de la chicha. C'est vrai que oui, d'emblée, les conséquences dont parle Eman sont d'ailleurs plus dangereuses que les conséquences de la consommation de la cigarette à l'état brut. Parce qu'ici, c'est tout un mélange. Parfois, il y a du tabac. Parfois, ça n'est même pas du tabac, mais alors pas du tout. Ce sont des trucs fruités qu'on y met. Et vous voyez un peu le dispositif, de l'eau à moitié, le tuyau qui sort, et puis ensuite la braise. Exactement, la braise et tout ce qu'il y a autour. Enfin, le bout qu'on utilise, heureusement que de plus en plus, ça change les bouts. Sinon, au départ, c'est le même bout qui est utilisé. Bienvenue les hépatites. Exactement. Aujourd'hui, on change rapidement les bouts et chacun peut en utiliser selon sa convenance. Bref, c'est pour dire en réalité que oui, quand vous voyez un peu le dispositif et tout ce qu'il y a autour, et quand vous jetez un coup d'œil un peu sur l'actualité de la chicha, vous vous rendez compte que c'est importé. Ce n'est pas un phénomène le nôtre, bien entendu. Culture, et donc, quand c'est importé, c'est parce que la culture aussi a été importée vers nous, parce que ceux qui sont de cette culture sont avec nous. Je rappelle au passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on veut ouvrir les frontières pour le tourisme qui depuis bientôt 5 à 6 ans se trouve être, je dirais, dans le viseur du gouvernement de Patrice Talon, c'est qu'il faut aussi accepter l'entrée d'autres cultures, bien entendu. Pratiques, mais quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on fait le tri? En réalité, merci à la régie technique. Comment est-ce qu'on fait le tri, Christian, dans les gens? C'est ça la véritable question. Est-ce qu'en luttant contre la consommation de la chicha, est-ce qu'on ne fait pas de façon passive, Christian, mettons l'entrée
au pays de ceux-là qui sont de cette culture et qui, qu'on le veuille ou pas, que ça apporte une plus-value à notre économie, la question reste entière, on peut se la poser. Parce que oui, quand on, je n'ai pas mieux stigmatisé, mais eh bien, il y a certains de cette culture qui sont une forte communauté chez nous ici au Bénin. Et donc, quand on en arrive là, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne savent pas les conséquences de la consommation de la chicha, mais alors ils connaissent les conséquences de la consommation de la chicha. Comment est-ce qu'il faut démêler les chevaux? En fait, la question se pose à ce niveau. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que, eh bien, en luttant contre la consommation de la chicha, qu'on n'ait pas à renvoyer en même temps, je dirais, ceux de cette culture qui sont avec nous ici au plan national. Maintenant, les nôtres, c'est-à-dire notre jeunesse, à nos chrétiens, comme nous l'a présenté la Rétie tout à l'heure, qui s'adonnent sans pour autant mesurer les conséquences faites un tour au niveau des bars, vous rendez compte que c'est du 16 ans, c'est du 17 ans, c'est du 18 ans, ce sont de jeunes petites filles qui viennent de nos lycées et collèges, de nos universités, des écoles d'enseignement supérieur et consorts, qui sont furieux de la consommation de cette affaire-là. Donc, je crois que la question, elle reste cruciale. Il faut forcément trouver le modus. Est-ce qu'on interdit l'entrée au pays de cet arsenal que constitue, je dirais, l'appareil de la chicha? Comment est-ce qu'on y va? Est-ce que véritablement il faut mener la campagne en faveur de X et en laissant Y? Vous voyez, je ne sais pas, c'est tellement... L'effet, c'est quoi? Je ne sais pas si vous en avez consommé une fois, je ne sais pas, mon avis dessous. Mais l'effet, c'est quoi? C'est le fait de voir cette importante quantité de fumée sortir de sa bouche, de son nez, parfois même de ses oreilles, où il y a peut-être un goût qui vous donne du plaisir. Je pense d'abord a priori que c'est mimétisme, suivisme, c'est d'abord ça. Parce que quand vous allez à des endroits, vous voyez que le gars, il est là, on est à son service pratiquement tout le temps qu'il est là. Le monsieur débarque avec un arsenal, il pose les choses, il va chercher la braise, il pose dessus. Et il y en a qui sortent le bout de leur poche. C'est à eux, quoi. Donc il dit, bon, et puis, en fait, c'est une sorte de... C'est-à-dire, on veut montrer qu'on a de la classe. Et c'est en cela que ça fait appel à cette culture-là, parce que justement, cette culture de gens qui consomment le produit, c'est une culture qui place ces gens-là dans une certaine opulence. C'est pas, on se dit, bon, voilà, ils sont à l'aise, et donc eux, ils ne fument pas notre cigarette, mais ils ont autre chose pour se distraire. Je pense qu'il faut savoir dissocier culture et tourisme. C'est vrai qu'ici, on n'interdit pas, et je ne pense même pas que l'État puisse l'interdire, dès lors que nous avons fait l'option démocratique, on n'interdit pas aux Béninois, et on n'interdira pas aux Béninois de consommer ces produits-là, mais ils n'ont qu'à le faire dans le cadre strict tracé par la loi. La loi dit que quand vous êtes dans un lieu public, vous n'avez pas le droit de fumer de la cigarette, de fumer du tabac. Vous vous en tenez à cela et vous allez chez vous, vous fumez dans vos maisons. De sorte qu'aujourd'hui, l'action qu'il y a à mener, c'est d'aller dans les bars et de leur dire, si vous avez des espaces, il y en a qui sont très respectueux et qui mettent là, ici, espace non fumeur. Il y a d'autres qui ne mettent absolument rien. Et c'est quand vous y allez que vous voyez qu'il y a un monsieur. Et il y en a parfois qui interpellent, qui disent, attention monsieur, ce que vous fumez là, ça me dérange. Et si le monsieur il est courtois, il sait qu'il doit jeter ou qu'il doit aller ailleurs. Je pense qu'il faut pouvoir serrer les choses et montrer clairement que quand on est dans le public, les jardins publics et qu'on sort, qu'on ne doit pas fumer, et quand on le fait comme ça, il faut qu'on puisse sanctionner. Quand on aura sanctionné 1, 2, 3 personnes, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Je pense que interpeller, c'est comme si on déplaçait un peu le débat. Les préfets ont déjà fait l'effort d'interdire la consommation de chicha dans les espaces publics dans leur région. Je pense qu'il revient au gouvernement d'agir. La mesure est plus ou moins respectée. Alors, on va répondre à une question, et c'est la question qui va suivre avec la réalisation tout à l'heure. Des mesures, oui, des propositions sont en train d'être faites. Vous avez parlé de cette loi sur le tabagisme, l'introduction d'une disposition sur la chicha, ou carrément il faut prendre une autre loi pour... imposer l'interdiction à Kimé. Non, c'est pour ça que je dis que ce sont plusieurs solutions qu'il faut envisager et en arriver à trouver la plus efficace. Eman met l'accent sur le fait qu'il faut véritablement être dû avec celle au moins qui fait interdiction de la consommation dans les lieux publics, soit de la cigarette ou de la chicha. La chicha n'y était pas inclus, vu qu'il y a quand même 30% parfois de la cigarette, du tabac dans la chicha, il faut peut-être remonter. Mais pour en arriver, c'est qu'il faut forcément amender la loi existante en ce moment.
Au-delà, c'est qu'en réalité, eh bien, il faut, tout en coxant, en arriver aussi, je dirais, à trouver le modus aussi de peut-être davantage taxer l'arsenal de la chicha, parce que bon, peut-être que si on en arrive à beaucoup plus taxer, son entrée ne sera pas aussi facile que nous le constatons en ce moment. Et l'autre chose, Eman disait tout à l'heure que oui, parfois dans les bars, vous en arrivez à interpeller et puis les plus courtois vous écoutent. Seulement qu'au niveau des bars, constatez que les maîtres des lieux dans les bars, ce sont les consommateurs de la chicha ou encore de la cigarette. Au point d'ailleurs où, eh bien, quand vous interpellez, c'est le propriétaire du bar qui est dérangé parce que vous semblez faire partie de son meilleur client. Et donc, à ce niveau aussi, des embrouilles interviennent fréquemment. Comment est-ce qu'on fait pour que véritablement ça soit respecté? Parce que parfois, ce sont ces personnes qui maîtrisent mieux d'ailleurs la loi qui deviennent les plus récalcitrantes dans son utilisation. Vous les voyez débarquer de chez eux, sachant bien que ça ne fume pas au niveau donc, des espaces publics. Mais bien, assis devant vous, ce sont eux les premiers à sortir la cigarette et à vous mettre complètement mal à l'aise. Comment est-ce qu'on arrive véritablement à mettre de l'ordre dans ce tas de choses? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais dans ce qu'il faut véritablement travailler, je dirais comme on le fait sur les bars de cigarettes où on dit que le tabac nuit gravement la santé, c'est qu'il faut qu'on en arrive à trouver la formule qui conscientise nos jeunes, parce que quand on lit les stats, Eman a bien fait de rappeler dans sa première prise de parole, les stats quant aux effets de la consommation de la chicha sur la santé humaine, si on en arrive véritablement peut-être à élaborer suffisamment là-dessus, on peut réussir à décrocher de ces jeunes chrétiens qu'on a vus à travers les images à nous proposer. Ça peut amener peut-être à une prise de conscience au niveau de ces données, parce que quand vous les voyez comme ça dans leur confort de consommation de la chicha, franchement, quoi, ça fait, j'ai l'impression que pour eux c'est trop beau. C'est-à-dire que on a la page et puis voilà quoi. Quand on y prend même derrière des photos, vous voyez, on trouve même que c'est joli quoi. Quand on a l'embout et tout ce qu'il y a comme arsenal autour, et mieux c'est que plus loin on fait constater, Christian et Eman, qu'il y a plusieurs arômes. Il y a des arômes qui ont tel effet, peut-être sur la santé, ça a des sensations différentes. Et bon, on procède par élimination. Peut-être qu'hier, on a pris tel arôme, le lendemain, on propose une autre arôme, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tellement crucial, c'est tellement à décrier qu'il faut que, on implique plusieurs couches, qu'on trouve les éléments de langage qui importent pour véritablement permettre à nos jeunes qui s'y adonnent de décrocher, parce que ça fait mal que de constater que c'est une bonne partie de la jeunesse, et quand vous voyez la tranche d'âge, comme je l'ai dit, c'est du 16 jusqu'à 21, 22, 25 ans maximum. C'est dans cette tranche d'âge que vous voyez les accros et les vrais consommateurs de cette affaire-là. Et c'est vraiment embêtant. Ça quitte les universités, ça quitte les collèges. Et nous sommes en ce moment, Christian, en vacances. Et c'est le moment propice, Christian, que mettent ces jeunes à profit pour s'adonner. Il y a même de nouvelles recrues. Celles qui ne s'adonnaient pas à ça vont se retrouver, je dirais, dans le marigot des consommateurs de la chicha. Et vous voyez un peu l'effet indu de cette pratique-là. Il faut forcément qu'on en arrive à trouver le juste milieu, parce que moi, ça m'embête que ça va que d'ici très peu, on est en train de perdre une bonne partie de notre jeunesse. Je vais partager avec vous, toujours au Parlement la dernière fois, c'était le 23 juin, je ne cesse de rappeler cette date où les députés en tout cas se sont véritablement intéressés à la question. Beaucoup se sont prononcés. Il y a par exemple Biogounou qui a proposé au gouvernement une urgence face à ce problème de santé publique, et vous l'avez suffisamment d'ailleurs rappelé en plateau ce matin, le député Badirou Aguemon qui a déclaré que selon une étude qu'il a eu à commanditer, que la chicha consommée par les enfants n'est rien d'autre que de la drogue, et ce n'est que dans 10 voire 15 ans qu'ils développeront de graves pathologies, par exemple. C'est-à-dire que sur le coup, on ne le sent pas, mais les effets sont peut-être dans 10 ans, 15 ans. Oui, voilà qui se préoccupe de ce que va devenir cette jeunesse, la jeunesse béninoise, et à qui me fait bien de nous rappeler que ça devient un effet de mode. Y compris les enfants, les adolescents, ils s'y adonnent. Le gars, il vient en vacances, il a quitté très loin pour venir en vacances à Cotonou.
Et il faut qu'arriver là-bas, qu'il puisse montrer à ceux avec qui il est resté l'année scolaire que lui aussi, qu'il a percé. Il a acquis. il a acquis du savoir. Donc peut-être en quittant ici, désormais il va là-bas, il tombe aussi dans le milieu qu'il ne fréquentait pas du tout. Mais c'est à Cotonou qu'il découvre que chicha, ça se consomme. Je pense que le ministère, y compris le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, doivent mener des actions. Le ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà, doivent mener des actions. C'est ce que la police appelle opération coup de poing. Pour sensibiliser à la fois, mais pour décourager aussi ces consommateurs. Parce que c'est que vous vous surprenez de voir des jeunes de 16 ans, de 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est vrai que désormais on a des joggers. Mais quand vous les voyez, quand vous voyez le visage... à travers leur habillement d'abord. Vous savez déjà, le style des prisonniers américains. Le style des prisonniers américains, vous en voyez qui sont là parce que les gens ne comprennent pas ce style-là. Ils pensent que c'est un effet de mode et tout. Donc je pense qu'il faut des opérations coup de poing pour décourager ces propriétaires de bar, ces tenanciers de bar qui laissent les enfants de cet âge-là venir fumer. Il faut également décourager ceux qui pensent qu'il faut laisser les autres subir le dictat de leur fumée. C'est vrai que j'ai un ami que j'ai interrogé pour la première fois parce qu'il consommait chicha. C'est un chicha man. Et il dit non, grand frère, tu sais, ici, le degré de nicotine est très moindre. Il dit non, il dit ici c'est parfum, si c'est pas citronnelle, c'est lavande, c'est framboise, c'est si. Donc que les parfums font que ça diminue. En fait, on trouve le mécanisme pour vous montrer que ça là, c'est consommable, que c'est moins que... Et c'est pourquoi je me suis permis d'aller lire ce que j'ai vu sur Google, à savoir que ça produit les mêmes effets que le tabac. Je pense que au lieu d'aller vers une loi, c'est qu'il faut rapidement appliquer ce qui est déjà là et voir ce qui peut être corrigé, plutôt que d'attendre qu'on contrôle une loi. Parce que l'existence d'une loi n'a jamais empêché les gens de pouvoir dribbler. Au même moment où la loi est là, vous avez dit que si ça n'est pas dans le tabagisme, non. Ils iront chercher encore autre chose qui n'est pas dans la loi sur le tabagisme et vous allez voir qu'on passera tout le temps à relire. Il vaut mieux lister. C'est-à-dire, quand on dit tabac, c'est tout ce qui donne fumée. Et autres. C'est-à-dire, on ajoute et autres. Même le simple papier complet qu'on allume. Oui, vous savez, à l'école, les enfants, ils mettent de la craie. Oui, la craie, les enfants, on faisait ça, non? On mettait craie dans... Et puis on tape, quand vous tapez, ça sort la fumée et on montre que c'était une autre manière de nous amuser. Et aujourd'hui, tout ça a diminué. Les enfants ne s'amusent plus. Les enfants préfèrent consommer directement la cigarette ou la chicha. Je pense qu'il faut punir, il faut sanctionner. D'accord. On va évoluer. Je voulais recueillir votre réflexion, vos avis, vos commentaires sur ce sujet que je nous propose ce matin. Vous savez que la correction du brevet d'études du premier cycle est terminée. Les résultats sont prévus pour le 10 juillet prochain. La correction du baccalauréat a démarré hier. Ça prend fin samedi prochain. La première délibération aura lieu le 13 juillet prochain. Mais le CEP, allons nous interroger sur le certificat d'études du premier cycle. Taux de réussite, 81,92%. Certificat d'études, des certificats de CEP, vous avez le premier cycle, non? Certificat d'études primaires. Voilà. Le CEP, 81,87%. Votre appréciation, monsieur, et après nous allons essayer de répondre à cette question. Faut-il continuer d'organiser le CEP? Oui, a priori, je pense que les résultats, ça veut dire qu'on est dans une logique désormais au Bénin. Parce qu'on s'attendait, généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous suivez un peu les résultats du CEP par le passé, il arrive un moment où les enfants, ça chute, après ça fait boum, et on dit oui que c'est... On a eu les 99%. Et on dit que c'est parce que le gouvernement a voulu racheter, a voulu montrer que le système est efficace et tout et tout. Vous avez compris que depuis quelques 4 ou 5 ans, les résultats sont maintenus à un niveau, si ce n'est pas 80, 90, ça tourne 80. Donc je pense que ça veut dire qu'il y a une dynamique en cours, ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui se fait et qui désormais permet de rendre nos enfants plus crédibles, de rendre le diplôme, le CEP plus crédible. Ça montre également, et vous avez vu, c'est vrai que Fraternité a titré il y a quelques jours en disant que le littoral et l'Atlantique ne tiennent plus ne tiennent plus le pari. C'est vrai qu'on constate que c'est plutôt certaines régions, d'autres régions qui essaient de faire du CEP encore un examen et qui travaillent à ce que leurs enfants tiennent le haut du pavé avec des 90%. Il y en a même qui sont allés dans les régions pour dire que telle zone est de telle localité, de ci, de ça, pour montrer que oui, un travail de fond se fait. Je pense que il faut saluer les efforts qui ont été faits pour qu'on ait une année scolaire apaisée, pour que les enfants puissent composer comme cela se doit et qu'on ait ces résultats-là. Parce que
au bout de ces efforts, il y a forcément ces résultats encourageants. Oui, les résultats, Akimé, du CEP, ce n'est pas du tout surprenant. Hein? Non, à partir du moment où ce n'est pas 100%, ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas le niveau. Qui n'ont pas le niveau, pour ainsi dire. 82% au plan national, 87, 45 pour le Borgou vient donc en tête. Le Koufou ferme la marche avec 53,04%, donc la moitié des candidats a été déclarés admis. Une bonne moitié aussi n'a pas pu franchir le cap et donc va être appelé à se représenter l'année prochaine. C'est en gros un peu la physionomie du CEP session de juin 2022. Oui, à l'analyse première, on constate que certains départements se sont illustrés positivement. L'Atlantique, le littoral, du moins le littoral et l'Atlantique, qui étaient très souvent les départements les mieux positionnés, n'ont pas performé comme ça a été le cas des éditions dernières. Le Borgou s'est repositionné et donc en termes d'analyse, c'est que les responsables premiers de ce département vous diront qu'ils ont beaucoup plus pris les taureaux par les cornes pour véritablement travailler à ce que les enfants, non seulement ils viennent à l'école, mais c'est qu'ils y retournent avec les savoirs et qu'ils sont suivis et qu'il est important qu'une base soit assurée par ces jeunes parce que à partir de la rentrée prochaine, ils deviennent des collégiens. Et donc, ça n'est plus la même image, ça n'est plus la même aptitude. C'est qu'il faut forcément commencer par travailler, comme le dirait l'autre, avoir des enfants qui ont une base bien solide. Bien donc, formés. du coup, la question, on en viendra tout à l'heure, est-ce qu'il faut supprimer le CEP ou pas? Alors, pour le moment, c'est que au moins on sait que cet examen sanctionne les 6 premières années de connaissances à l'école et que nos enfants, quand même pour le moment, sur une bonne période, ceux qui sont déclarés admis sont félicités. On les félicite, on va les féliciter aussi longtemps que la rentrée n'est pas encore là. Et quand ils vont se retrouver au collège, c'est qu'ils décollent alors du primaire, ils sont collégiens. Et c'est grâce au CEP qu'ils sont collégiens. Donc s'il n'y avait pas le CEP, c'est qu'on ne dira pas d'eux qu'ils sont collégiens. Et eux-mêmes, au moins, ils se targuent d'avoir un premier diplôme, c'est-à-dire un premier examen, un premier certificat qui sanctionne les études primaires. Et donc, en termes d'effets et d'impact sur la psychologie de l'enfant, c'est que ne plus dire à l'enfant qu'il a le CEP et peut-être le faire attendre le BPC dans 4 ans, peut-être 5 ans, sait-on jamais. C'est peut-être, je dirais quoi, je ne suis pas psychologue, mais j'ai l'impression que ça peut quand même jouer peut-être un vilain tour à l'enfant en termes, je dirais, de réactivité. Parce qu'un an, 2 ans avant, ces aînés ont eu le CEP. Et n'oubliez pas que nous avons cette manie parfois de nous taquiner, qui pousse même d'ailleurs à vouloir dévaloriser le diplôme obtenu par X ou par Y. Les nostalgiques du CFEB vous diront qu'en leur temps, le CFEB, c'était... quand vous avez le CFEB... Pourquoi vous me devancez sur ce terrain-là? Pourquoi vous me devancez? C'est pas normal. Je ne suis pas nostalgique. Je n'en suis mais pas. Nous, on a eu le CFEB, là. Voilà, donc c'est de ça que je parle. On a eu le CFEB. C'était de votre époque. Oui, c'était vraiment... Il faut respecter les gens qui ont vécu, d'ailleurs. Eman nous dira que le CFEB, c'était quand même le CFEB. Ah, oui. Et certains vous diront que le CFEB, avant Eman, ça ne parle même CFEB. Et ceux qui ont le CEP un peu après Eman, vous diront que le CEP reste le CEP. Au fur et à mesure qu'on évolue, c'est que certains vous diront qu'à un moment donné, la dictée était éliminatoire, elle ne l'est plus des années plus tard, ainsi de suite. Quand on remonte le BPC, même chose. C'était un BPC coefficient 5 pour les mathématiques. Après, c'est passé à coefficient 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on nous annonce déjà qu'à la rentrée prochaine, pour les examens à venir, Christian, on n'aura plus 2 phases du BPC. Le BPC sera composé en entier. Les épreuves physiques et sportives seront rapidement incluses. Et donc, vous voyez un peu, il y a toujours une dynamique qui est en cours. Donc, c'est pour ça que, en arriver à parler de la suppression ou pas du CEP, c'est qu'il faut véritablement y entendre et les psychologues
les spécialistes qui sont dans la proposition des curricula de formation, bien évidemment. C'est bien d'acteurs, parmi lesquels je peux citer mon cher ami Waidi, le docteur Bello, qui a beaucoup élaboré sur cette question de la suppression ou pas du CEP. Je crois que l'occasion est même bien permise pour qu'on puisse véritablement l'entendre, surtout avec la nouvelle donne quant au BEPC. Je crois que c'est beaucoup d'éléments qui méritent réflexion parce que, comme je l'ai dit, l'impact psychologique de quelqu'un qui a le CEP ou de quelqu'un qui ne l'aura plus et qui va seulement se contenter peut-être plus tard d'un BEPC comme premier diplôme à exhiber reste véritablement une question. On vous écoute, Herman. C'est sûr et certain que les acteurs élaborent autour, réfléchissent autour. Mais vous, quel est votre avis? Nostalgique du CFEB. Oui, nous avons fait le CFEB en 88. C'était le paysan instruit, dictée éliminatoire. Ah, c'était vos dictées? Oui, vous l'avez gardé? Déjà sur les verbes qu'ils ont alignés, il fallait le voir labourer, chantonner, danser. Enfin, j'ai oublié. Si vous avez eu combien? Non, moi, je suis passé au la main. C'était le CFEB. Non, par rapport à la dictée. Non, la dictée, moi j'étais toujours fort à dicter. Enseignez-vous à Yamadiako. Oui, je fais partie des meilleurs élèves de Yamadiako. D'accord, merci beaucoup. Et donc, oui, vous savez, on ne saurait arrimer la question de la suppression au nom du CEP par rapport aux fautes de réussite. Parce qu'à tous les examens, il y a des taux de réussite. Et il peut arriver que, par exemple, BPC, au bac, que les enfants travaillent tellement qu'on puisse avoir des taux de réussite records. On en a connu au Bénin qui avoisinaient les 8%, comme on en a connu qui ont eu 39%, je veux parler du baccalauréat, on en a connu qui ont eu 47%, 60% et tout. Donc, sur cette question, je pense que taux de réussite record, on ne peut pas dire parce que c'est ça, il faut supprimer. La question de la suppression au nom du CEP, je pense, doit être perçue sous l'angle de à quoi sert encore le CEP dans notre pays. Ça sert à quoi? Est-ce qu'on a le CEP aujourd'hui pour devenir conducteur de véhicules administratifs? Est-ce qu'on a le CEP aujourd'hui pour être technicien de surface, un peu comme dans les feuilletons? Voilà. Ou alors on a le CEP pour être celui qui tire les câbles et les ficelles. Je pense que c'est ça fondamentalement la question. Si en faisant le point on constate que l'organisation du CEP, ça nous coûte les yeux de la tête, je pense que l'État est en train de revoir les choses. Parce que dans d'autres pays, on ne parle plus de CEP, on parle de l'entrée en 6e, et qui est considéré comme un certificat aussi, qui est considéré comme un diplôme parce qu'on estime que quand l'enfant a fait maternelle 1, 2, 3, jusqu'à fait CM1, CM2, qu'il faut quelque chose, un obstacle qu'il franchisse pour aller vers le collège et donc avoir. Donc je pense que c'est aussi ça, il leur revient de faire le point. Si on se contente de faire un peu comme les examens blancs se font dans les centres, si on se contente de faire ça, 3 examens blancs, ça donne entrée en 6e, ou alors si on continue d'organiser le CEP, parce que justement, quand vous faites des examens, que les enfants réussissent à ces différents examens et ont le certificat, et que le certificat c'est pour être rangé, aujourd'hui moi je ne sais pas si, mon CEP, je ne l'ai pas obtenu le diplôme jusqu'à présent, je ne sais pas où ça se trouve parce que je n'en ai pas besoin pour le moment et je ne sais pas si j'en aurai encore besoin. Donc je pense que il faut faire ce pour et le contre et ce compte-là pour savoir si on mettait encore l'examen en l'état avec tout ce que ça génère comme dépenses. Oui, les dépenses, Herman fait bien de mettre l'accent là-dessus. Je crois que ça fait partie des éléments qui quand même embêtent parce qu'en réalité, eh bien, de plus en plus, et depuis bientôt 5-10 ans en arrière, eh bien, il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de concours auxquels on ne prend part et où il est exigé, il est demandé la présentation du CEP. À partir de cet instant, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, réfléchir pour savoir quelle est l'opportunité ou pas de l'organisation encore de cet examen-là. En réalité, des années en arrière, peut-être 15-20 ans et plus en profondeur, c'est comme vous dites là que pour être conducteur de véhicule administratif, eh bien, il faut présenter le CFEB et y ajouter son permis de conduire. Aujourd'hui, quand on veut vous recruter pour être conducteur de véhicule administratif, ce n'est pas le CEP. C'est même plus que le BPC. On dit niveau 4e, niveau 3e. C'est autant d'éléments qui doivent normalement amener, comme je l'ai dit, les gouvernants, les spécialistes en la matière, de nous proposer l'approche qui valent. Parce que c'est quand même, Christian, assez de millions qu'on engloutit dans l'organisation de cet examen. Non seulement les millions au niveau donc de l'État central, mais c'est que les parents, sur 3 jours,
revoient leur budget pour les enfants. Le parent qui n'avait pas l'habitude d'accompagner son enfant à l'école tape 3 jours, peut être disponible pour que l'enfant puisse aller composer le matin, revenir à midi, tout ce qui est autour. Au portail, ou bien le long des clôtures. C'est en ce moment que Allah et puis Jésus, tout le monde descend au chevet de ces enfants-là. Et là, ça fait aussi une débauche supplémentaire que les parents doivent prévoir quant à la présence de leur enfant en classe de CM2. Maintenant, en termes de proposition, c'est que d'aucuns vous auraient suggéré qu'on se contente juste de la moyenne de passage en classe supérieure. L'enfant passe du CI au CP, il passe du CI au CE2, ainsi de suite. Donc, de la 6e, quand on fait la sommation des examens de classe, c'est qu'on peut, eh bien, à la fin, comme on le fait quand on passe du CM1 au CM2, c'est qu'on peut à la fin dire que cet enfant a les aptitudes pour passer en classe de 6e. Et donc, on nous dispense de cette affaire de l'examen du CEP parce que comme nous le constatons tous ici, Christian, eh bien, de plus en plus, et d'ailleurs c'est même déjà clair dans la tête de tout le monde, il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de concours qui demandent le CEP. Donc, on peut déjà commencer par procéder par élimination pour voir, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas commencer par faire cette proposition. Parce que même au niveau du CEP, par le passé, quand vous avez le CEP, il y a ce qu'on appelle, on l'a dit, l'entrée en 6e. Il y en a, on vous dit, l'enfant vous dit qu'il est admis, mais après, quand on fait le point, on dit qu'il n'a pas l'entrée en 6e. Donc, il est obligé de reprendre le CM2. Donc, ça va parler des éléments. On peut déjà commencer par l'expérimenter en classe au regard de certains modules d'évaluation pour voir dans quelle mesure eh bien, on peut en arriver à trouver la formule qui va pour le passage en classe supérieure. Donc, on n'aura plus englouti parce que ça fait Christian. Franchement, les papiers utilisés pour les épreuves, ceux qui font la collation, les surveillants, la correction, le convoiement des épreuves. Ah oui, non, c'est assez de millions et franchement, je crois que cette affaire-là, en tout cas, à brûle pour point, je crois que c'est autant d'éléments qui peuvent militer en faveur de la suppression de cet examen-là. Oui, je pense que c'est aussi ça. Est-ce qu'il faut se contenter des examens des moyens de passage? Je pense que si on le fait comme ça, ce serait également une porte ouverte à la fantaisie, à tout ce qui est dans les établissements, le favoritisme dans l'établissement. Je pense que l'option est faite désormais qu'on organise par département des examens blancs. Comme d'ailleurs le font en ce moment. Voilà. Donc l'État peut décider, par exemple, que dans chaque circonscription électorale ou dans chaque zone pédagogique... Scolaire. C'est pas une circonscription électorale. Vous en avez tellement parlé. C'est une circonscription scolaire. Ou dans chaque zone pédagogique, ou dans chaque zone pédagogique, qu'on puisse organiser des examens. Donc 2 examens blancs l'année, ça suffit déjà pour valider le truc. Je pense que ça fait partie des idées que ce sont des idées que vous envoyez au ministre des enseignements maternels et primaires et également aux inspecteurs de l'enseignement. Ce qui embête dans cette affaire, Christian, c'est que cette question que vous posez, elle date de plusieurs années déjà. Et vous allez constater qu'il y a, je crois, de plus en plus 2 camps qui s'opposent. Le camp de ceux qui veulent de la suppression du CEP et le camp de ceux qui pensent qu'il ne faut pas supprimer. Et au centre, c'est qu'il y a une question quand même du nerf de la guerre, l'argent. Je crois qu'il va falloir forcément qu'on tranche à propos. Parce qu'il ne sert à rien de continuer par organiser cet examen-là à la fin de chaque année pour des résultats de... Même le COUFO qui a 53% a quand même plus de la moitié de ses candidats admis. Là, cette moitié-là, c'est pour l'utiliser pour faire quoi avec le CEP? Et n'oubliez pas aussi que... Les 83% ailleurs, les 87% ailleurs. N'oubliez pas aussi que quand les enfants sont passés... Oui, allez-y. Quand les enfants ont fini d'avoir le CEP, ils se posent la question de leur classement dans les CEG et consorts. Et là, c'est en ce moment, dans la période là, que les histoires d'établissements privés, ça a connu ça a connu, un boom, voilà, je voulais dire, un boom dans le pays. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour recueillir tous les enfants qui passent de là-bas ici? Je pense que c'est aussi là la grosse qu'il faut revoir les curricula de formation, la nécessité de créer des centres de formation professionnelle déjà, pour que, déjà dès le bas âge, on puisse récupérer ces enfants, qu'on les insère dans ces centres et qu'ils apprennent déjà un métier tout de suite. Tout à fait, parce que dans le même contexte, il y en a qui déjà même depuis... la 5e et le CM1, le CM2 ont des aptitudes et puis il faut les réorienter que de les garder avec cette affaire de CEP en un point fini. Et puis bon, à l'arrivée, il faut encore explorer d'autres pistes de formation. En gros, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nos curricula de formation sont à revisiter. Ça, c'est une réalité aussi bien au niveau du premier qu'au niveau du secondaire. C'est vrai qu'au secondaire, vous constatez qu'il y a
de nouvelles donnes sous la conduite du ministre Yves Kouaro, qui d'ailleurs s'y connaît très bien. Et comme je l'ai fait constater, on ne parlera plus donc du BEPC en 2 phases, c'est en une phase. On ne parlera plus de modèle loin, de modèle court. Cette affaire commence pas à être rangée. On sent quand même qu'au niveau du secondaire et du supérieur, c'est quand même dynamique. Il était dans la conception, le ministre Kouaro. Aujourd'hui, il est dans le commandement et donc du coup, l'impact c'est un peu de par ce qu'il a quand même aussi apporté en son temps dans l'ombre. Et donc je crois que c'est quand même une nouvelle dynamique qui est impulsée au niveau donc, du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, parce que là également, il faut constater que la dynamique, c'est de mettre beaucoup plus les moyens à disposition de nos lycées et collèges agricoles, techniques et tout ce qui est autour, parce que bon, on va cesser de former que pour le BPC, il faut former pour le CAP, il faut former pour les DTS et tout ce qui est autour, afin que l'élève qui sort après le BPC puisse être capable de vous proposer quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est une bonne dynamique qu'il faut forcément saluer. Et maintenant, l'explorer au niveau du supérieur, parce que là également, un man nostalgique encore, il me dira, la manière dont les choses sont faites, il y a des années en arrière au niveau de l'UNB, ça ne doit plus être la même manière de faire. Les filières nouvelles, il faut les multiplier, il faut les encourager, parce que bien, il ne faut pas former véritablement pour avoir des gens qu'on peut utiliser de façon convenable sur le terrain. Un diplomate ne peut pas sortir des universités sans maîtriser 4 autres langues, ou bien 3 autres langues en dehors du français. Quand c'est fait comme ça, il y a un problème. On ne peut pas être diplomate et ne parler que le français, mais alors pas du tout. On en a suffisamment qui sortent des universités, qui sont diplomates, Bontin, Christian, mais ils ne parlent que le français. Donc, il y a l'anglais, parfois le français le chinois, le japonais, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, parce que un diplomate, quand on rentre au ministère des Affaires étrangères, on peut rencontrer qui vous parlent en même temps 2, 4, 5 langues. C'est des polyglottes qu'il faut former. Donc je crois que c'est beaucoup de choses qu'il faut réorienter pour l'essor. En tout cas, et quand on a fini de dire tout ça aussi, il faut aussi voir la période dans laquelle se déroulent les examens de fin d'année scolaire. C'est une période de pluie. Je ne sais pas si... C'est vrai que cette année, Oui, mais toujours est-il qu'il a plu, des jours de composition durant. Je pense que c'est aussi comment l'État fait pour que on puisse décaler légèrement pour être... Voilà. De compte faire. On sait que la rentrée, c'est souvent à mi-septembre que ça démarre. Allez, chers messieurs, un dernier sujet à aborder avant de prendre congé de vous. Oui, nous sommes à pratiquement 26 jours du 1er août. Pour raison de coronavirus, nous n'avons pas eu les 60 ans de notre indépendance. Nous n'avons pas eu les 61 ans. Est-ce que nous aurons les 62 ans on n'entend rien, on ne voit rien venir. Herman. Oui, on n'entend rien, on ne voit rien venir. Et tout porte à croire qu'on n'aura pas notre défilé traditionnel, notre défilé militaire, militaire et ou civil. C'est vrai qu'on a annoncé un certain nombre de chantiers, à part le coronavirus que vous avez évoqué, qui constituait l'élément essentiel évoqué par le gouvernement pour ne pas organiser le défilé militaire et ou civil. Quand on dit militaire ou civil, ça veut dire qu'on ne tient pas forcément à ce qu'il y ait un défilé civil. Mais le défilé militaire, au moins on était habitué, c'est arrivé, au moins ici on a fait que le défilé militaire, il n'y a pas eu de défilé civil. Donc, oui, maintenant on nous a dit que le chantier ou le boulevard qui doit accueillir ce défilé est prêt, avec la statue de l'Amazone qui refuse qu'on la vende, et l'autre espace qui est déjà prêt également. Peut-être on attend, nous sommes aujourd'hui mardi, peut-être que demain mercredi on aura plus de nouvelles sur ça. Est-ce qu'on aura un défilé du 1er août, est-ce qu'on aura un dépôt de gerbe symbolique, est-ce qu'on aura les Béninois? Je pense que le coronavirus a fait que nous sommes petitement en train de perdre aussi cette habitude-là, de sorte qu'aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse forcément à ce qu'il y ait un défilé militaire et tout, quitte au gouvernement de décider. Oui, Akimi. Non, et pour les défilés, je crois que de plus en plus, on a commencé par s'habituer au défilé militaire. Oui. Et quand on va défiler militaire, ça a tout l'air de la même chose, c'est-à-dire qu'on voit la même chose depuis des années. Et c'est vrai que les nostalgiques, j'insiste là-dessus, vous diront qu'il y a de ces phases de défilé qui intéressent. Le défilé civil. Mais le défilé civil était quand même le point d'ancrage des célébrations du 1er août. Et où, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on vous dira que les populations se sentaient véritablement concernées les différentes couches sociales qui se retrouvaient à défiler. Les acrobates, à l'époque, les femmes, exactement. Et même les confédérations syndicales en son temps défilaient d'ailleurs. Il y avait des t-shirts UNSTB, ça je me rappelle, dans son format de cette époque-là. Et donc, c'était intéressant. Mais de plus en plus, vous avez constaté qu'on a commencé par léser
le défilé civil au profit du défilé militaire. Et là, comme je l'ai dit, si vous interrogez les archives du défilé militaire il y a 20 ans en arrière, vous avez pratiquement la même chose. Peut-être que les personnages ne sont plus les mêmes, ça c'est une réalité. Vous avez les mêmes phases. On est habitué au pas. Lorsque vous prenez chaque secteur, chaque section de l'armée, on sait à peu près à quoi on doit s'attendre. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis plus embêté que depuis 2 ans, il n'y a plus de défilé. Je sais qu'il y a des pots de GEB, le chef d'État le fait, les maires au niveau de les différentes localités le font. Et donc, point bas, quoi, c'est terminé. Et puis, le reste, on réfléchit sur ce que 61 ans, 62 ans d'indépendance nous a apporté. Et puis on réoriente peut-être nos énergies, on réoriente nos visions pour voir après 62 ans, indépendants le sommes-nous ou nous ne le sommes pas. Où est-ce que nous sommes indépendants? Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Parce que quand même, l'indépendance dont on parle avec la République populaire de Chine, on en avait parlé il y a des années en arrière. La Chine aujourd'hui, sa performance économique, il n'y a rien à dire entre la Chine et le Bénin. Et donc, est-ce qu'on va passer notre temps à être nostalgique d'un premier ou qu'il faut célébrer avec face, ou il faut réorienter les énergies? Est-ce qu'il faut réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour que le vivre ensemble, les questions de salubrité spontanée soient les choses les mieux partagées? Parce qu'il y a 20 ans en arrière, ça se faisait. Aujourd'hui, il faut attendre le maire de la commune de Cotonou pour vous curer votre caniveau. Il faut attendre le maire de la commune d'Abomey-Calavier pour vous mettre du sable devant votre maison. Vous voyez, c'est autant d'éléments qui en réalité méritent réflexion que d'espérer voir le retour d'un défilé militaire. Moi, je ne suis plus embêté par cette affaire, mais alors pas du tout. Mais ce qui m'embête, c'est le sens du patriotisme qui est en train d'être perdu. C'est l'utilisation qu'on fait de la chose publique et tout ce qu'il y a autour, les réflexes de solidarité que nous n'avons plus. Je crois que ce sont ces éléments-là qui méritent qu'on revisite et qu'on puisse les remettre à l'endroit. Et ça participe de ce qui est bien. Il y a 30 ans, 40 ans, on avait quand même le sens de l'indépendance, on avait le sens de la célébration de cet événement. Il y avait quand même beaucoup d'éléments qui... Aujourd'hui, c'est assez d'individualisme. On attend que ce soit les autorités qui viennent tout faire. Et quand on fait ce point, Christian, on n'est déjà pas indépendant. S'il faut attendre que ce soit le préfet qui vienne le faire, le maire, tout ce qu'il y a autour, ça pose un problème. Les réflexes qu'il faut, commençons par réfléchir là-dessus. Ça fait partie aussi, je dirais, de la célébration du premier... Je pense que oui, la nouvelle vision qui consiste à profiter du coronavirus pour ne plus organiser cette fête-là, cette ripaille, je veux dire, autour du 1er août. Je pense que je fais partie des éléments, des journalistes qui ont de tout temps combattu la manière dont on organisait les 1er août au Bénin, où il y a un défilé ici à Cotonou, avec tout ce que ça comporte comme dépenses, comme débauche d'énergie, et chaque maire ou chaque commune organise également des défilés. De sorte que, je sais pas, on déplace des éléments d'ici pour aller renforcer les équipes qui sont ailleurs, alors que dans d'autres pays, c'est un seul défilé et puis ça s'arrête là. Tous les préfets rejoignent Cotonou. Si c'est Cotonou, si c'est comme Boni Yahi le faisait par le passé, 1er août, fête tournante du 1er août. Si c'est le cas, on déplace tout le monde et puis on fait un défilé. Le reste, si dans une localité, les femmes pensent qu'elles doivent marcher pour témoigner leur reconnaissance à une autorité communale, elles le font et puis bon, ça passe. Pour moi, je pense que c'est aussi ça. Maintenant, oui, d'un point de vue philosophique, est-ce que le Bénin est vraiment indépendant? Citez-moi un seul secteur dans lequel le Bénin peut dire je suis indépendant. C'est maintenant que petitement, au niveau de l'énergie, par exemple, on est en train de travailler à ça. À quel niveau le Bénin est vraiment indépendant? Je pense que pour moi, c'était une incantation. On nous a juste fait que, bon, voilà, les nostalgiques vous diront qu'on n'a pas fait, qu'on a bataillé dur. Donc on a été indépendant le 1er août, mais une indépendance de fait, une indépendance même politique, au plan politique. Est-ce qu'aujourd'hui le Bénin est en mesure... Nous avons fait un débat sur les curricula de formation. Est-ce que le Bénin est en mesure aujourd'hui de dire, nous là aujourd'hui au Bénin là, on veut désormais enseigner telle langue à nos enfants. Il faut forcément recourir aux partenaires techniques et financiers. C'est eux qui vont vous dire non, si vous voulez qu'on continue de vous appuyer, vous devez appliquer ceci. Et ce débat-là est venu au temps fort de la crise sur l'approche par compétence, où les nostalgiques de dictée éliminatoire ont dit non, ce système-là n'est pas bon. On a combattu, on nous a dit non, que c'est les partenaires qui ont dit c'est ça ou c'est pas ça. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu les choses
Au lieu d'aller vers une célébration, faire des défilés et puis après chacun retourne dans son milieu, c'est de poser le débat scientifique. Est-ce que le Bénin est indépendant? Que faire pour qu'on soit indépendant dans certains secteurs, qu'on soit indépendant réellement? Je pense que c'est à ça qu'il faut désormais consacrer le 1er août. Voilà. Merci beaucoup, Hermana Niamboussou. Merci à vous, Akime Ousseni. Voilà. Je sais que vous allez chez les coiffeurs, mais ce matin, je vous envoie chez une coiffeuse avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. C'est en immersion. Juste après, vous aurez votre revue de presse. Madame Sabine Aplogan, ce matin, nous sommes dans votre salon. Devant nous, on a une cliente qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut faire et comment ça va se passer? Je vous remercie. Ma cliente, elle veut faire un greffage. Tout d'abord, il faut accueillir sa cliente et l'écouter. Après l'avoir écoutée, vu le choix de ma cliente, ce qu'elle veut faire, donc je dois commencer d'abord par les bases. En quoi faisant? Pas d'abord diagnostiquer ses cheveux, faire la base et commencer le travail. Alors, qu'est-ce que vous appelez la base en fait? Bon, la base, c'est quoi? Tout d'abord, il faut protéger les culs chevelus de la cliente. C'est une base. Maintenant, faire la fondation de ce qu'elle veut faire pour avoir une belle finition. Maintenant que c'est compris, on va y aller. Ça démarre comme ça, hein? Ça démarre comme ça. Eh bien, Madame Sabine Aplogan, dites-nous d'où est née cette passion pour le métier. Il faut dire que Sabine Aplogan aime tout d'abord prendre soin des autres. Parce que c'est un métier où si tu n'as pas d'affection, tu ne peux pas exercer. Donc j'aime beaucoup prendre soin des autres. J'aime ce qui est propre. Tout d'abord, je prends bien soin de moi-même. Combien d'années de formation aviez-vous fait? J'ai fait 3 ans de formation chez mon très cher patron Amoussa Coiffure à Saint-Michel, de 2000 à 2003. Au fait, Amoussa Coiffure est plus dans la coiffure homme. Au début de ma formation, j'avais suivi ma formation en coiffure homme, mais puisque je suis une femme, je me suis dit, dans la longue, est-ce que cet homme-là, que je prendrai pour épouse, acceptera toujours que je continue dans la coiffure homme? Donc c'est la raison pour laquelle après, j'ai pu faire d'autres formations en coiffure dame. Madame Sabine Aplogan, le travail il est en train d'évoluer, on tend vers la fin. Dès que vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que je finis, je vais couper, je vais donner la forme à ce que madame désire. Et après, on verra comment arranger un peu le visage de notre cliente. Madame Aplogan, ça fait combien d'années que vous êtes installée ici? Je suis installée ici en 2006. Donc ça fait pratiquement 16 ans que je suis ici. Après 1h30, presque 2 heures de temps, une tête bien faite, une coupe très jolie. Dites-nous, Madame Sabine Aplogan, est-ce que le métier nourrit son homme? Oui, le métier, ça nourrit son homme. Pourquoi il n'y a pas de sous-métier? Si déjà tu travailles et que tu penses à économiser un peu, tu pourras t'en sortir.
surtout ne pas s'amuser avec son travail, faire bien ce qu'on a choisi de faire. Et la première chose, c'est de satisfaire d'abord la cliente. Si la cliente est satisfaite, tout le reste viendra. Madame Sabine Aklogan, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la coiffure? Tout d'abord, il ne faut pas trop abandonner ou bien trop laisser confier le travail aux apprenantes. Parce que, en un premier temps, la cliente qui t'a choisi, c'est parce qu'elle te fait confiance. Alors que dans notre travail, il faut parler d'abord de l'inspiration. Parce que quand tu es sur la tête de ta cliente, tu dois être inspiré pour pouvoir faire exactement ce que la cliente veut. Parfois, la cliente peut vouloir quelque chose, mais que la chose ne va pas vraiment avec sa physionomie. Donc, tu dois travailler tout en pensant à tout ça. Pas en pensant à toi, mais la cliente d'abord. Ce qui fait que parfois, on rate beaucoup de choses. Dans le week-end, il y a peut-être 4, 5, 6, parfois jusqu'à 10 clientes qui sont dans ton institut. Et la cliente qui veut toujours que ce soit toi qui la satisfait. Comment faire? Il faut savoir gérer le temps pour pouvoir satisfaire tout le monde. Autre chose, je fais partie d'une association depuis 2010. dont je suis d'abord la vice-présidente. Mais aujourd'hui, ils ont fait de moi la présidente de la coalition de l'hygiène et soins corporels de la zone 1. Je suis la présidente. C'est moi qui dirige ça depuis à peu près 1 an. Il faut dire qu'aujourd'hui, je réunis au moins 11 associations. Alors que dans chaque association, il y a plus de 200 membres. Donc ce que je gère en tant que femme d'abord, parce que toutes ces associations-là, leurs dirigeants, ce sont des hommes. Donc je suis une femme qui dirige ces associations-là. C'est vrai, ça reste encore un peu à faire, mais avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. D'accord. Madame Sabine Aklogan, quels sont vos projets, sûrement que vous en avez pour le métier? J'ai des projets, j'ai beaucoup de projets même. Je veux vraiment valoriser mon secteur d'activité. Mes chers téléspectateurs, mes chères clientes, faites-nous confiance pour pouvoir vous satisfaire. Chez Sabine Esthétique Coiffure, non seulement nous faisons la coiffure, mais on fait aussi les soins bio, les maquillages, puisque aujourd'hui toute femme est belle. On fait aussi les nouages de foulard, on fait les massages relaxants. Faites-nous juste confiance et vous serez satisfaits. Madame Sabine Aklogan, merci. Nous irons vers la cliente pour voir la fin de la coiffure. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici à la fin. Nous étions ce mardi avec Madame Sabine Aklogan. Elle est coiffeuse. Avec elle, nous avons découvert la coiffure sous toutes ses formes. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. À toutes et à tous, bonjour. Le journal Fraternité est allé faire un constat dans la journée du lundi et informe qu'après la correction du brevet d'études du premier cycle le samedi dernier, les enseignants ont démarré la correction des copies du baccalauréat. Sur tous les sites de correction, tout a bien démarré. Le journal donne des détails et ajoute que
que la correction des copies a démarré dans une bonne ambiance. Les enseignants conviés à cette tâche républicaine ont répondu massivement présents. La première demi-journée de la correction du bac a démarré par le meeting bilan du Conetra Bac de 7h à 8h sur tous les sites de correction. À partir de 8h, les correcteurs ont rejoint les salles réservées à leur sous-commission. À l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, Matin Libre souligne que décidément on n'en finit pas avec les polémiques sur cette statue à peine dévoilée et non encore officiellement inaugurée. Elle le sera sans doute dans les prochains jours, voire semaines, avec les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin que projette d'organiser le gouvernement sur l'axe port autonome de Cotonou, palais de la République. Le journal qui se demande s'il faut maintenir ou changer le discours sur cette statue souligne que qu'il soit officiel ou celui que tiendront les jours qui seront en situation de reportage le 1er août prochain, ce discours parlera-t-il toujours de la statue de l'Amazone ou tiendra désormais compte des observations par le président du parti Restaurer l'Espoir en désignant cette statue par celle d'Agodier ou autre nom qui fait référence à l'histoire de ces braves guerrières et qui rassemble tous les Béninois. La nation qui s'est intéressée à la 25e conférence africaine de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol à Cotonou, informe qu'elle a débouché sur plusieurs recommandations face aux défis sécuritaires sur le continent. Les participants ont abordé les menaces et les risques qui pèsent sur le continent, réfléchi sur les méthodes et modes qui permettront de relever les défis et les enjeux que connaît l'Afrique. Toutes les recommandations que nous avons adoptées sont vitales, a déclaré le vice-président de l'Interpol pour l'Afrique. Au Bénin, et face à l'augmentation du prix de vente du gaz due à la guerre russo-ukrainienne, écrit Fraternité, la population béninoise peut désormais fabriquer son propre gaz. Ceci est possible grâce au biodigesteur, un outil qui permet de transformer les déchets en gaz naturel appelé biogaz. Le journal qui s'est porté sur un site de production de ce gaz note que là se dressent à l'intérieur comme à l'extérieur des plantations de produits vivriers. Les résidus issus de la digestion des déchets à l'intérieur du dôme servent d'engrais à ces plants. Dans la sous-région ouest-africaine, apprend-on dans les colonnes du quotidien La Nation, en rapatriant 26 de ces biens culturels, le Bénin a donné un signal fort. Les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne veulent pas rester en marge de la dynamique enclenchée. Ils souhaitent compter sur l'expérience béninoise dont le président Patrice Talon a été reconnu à Accra le 3 juillet 2022 comme champion pour le retour des biens culturels et artefacts en Afrique de l'Ouest. De son côté, l'économiste du Bénin note que ces dernières années, les dérèglements climatiques amplifient les risques de production. Ces perturbations génèrent des variations de revenus préjudiciables pour les petits producteurs, notamment dans les pays en développement. Les producteurs du monde entier font face à des incertitudes croissantes liées au marché et aux aléas climatiques en termes de revenus. Merci d'avoir écouté la revue de presse. Voilà, on aura fait le tour de l'actualité ce matin avec la revue de presse et puis nos discussions en plateau ce matin avec les débatteurs. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Excellente journée du mardi. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.